Bienvenue dans Oser parler d'amour, je suis Amanda, psychologue clinicienne, et ici, je t'ouvre un espace vivant d'échange, de discussion et de coaching en direct autour de l'amour et des dynamiques relationnelles. Chaque mercredi à 20h, on se retrouve en live pour mettre de la clarté là où ça s'embrouille, comprendre ce qui se joue dans les relations et surtout repartir avec des clés concrètes, applicables dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à faire l'expérience de participer à un live en direct et pour ça, tu peux cliquer sur le lien en description. Et surtout, si cet épisode te parle, un like ou un commentaire aide énormément à faire circuler le podcast. Donc je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à parler d'amour ensemble. Je te souhaite une bonne écoute et c'est parti. Bonsoir Gabriel. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans Oser parler d'amour. Alors, tu t'appelles Gabriel Lagaring et alors tu as un rôle, une fonction assez atypique et tu vas nous expliquer ça. Et vraiment, je vais te poser plein de questions parce que j'ai beaucoup de curiosité sur ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, ce que je fais dans la vie, c'est en principal et depuis déjà une trentaine d'années, c'est d'être prêtre dans l'Église catholique. Et donc, depuis 30 ans, je suis prêtre dans l'Église catholique. Et puis, plus récemment, j'ai bifurqué, pas un peu, mais j'ai commencé une formation pour pouvoir donner un sens aussi à toutes ces années où j'ai écouté, j'ai accompagné des personnes. Et donc, je me suis formé pour vraiment accompagner de manière professionnelle. Je suis devenu conseiller conjugal et familial, donc accompagnateur, thérapeute de couple et sexothérapeute aussi. Voilà, je pourrais expliquer tout ça en détail en fonction des questions que vous aurez. Je trouve ça génial, l'alliage ou l'alliance, je ne sais pas, de ces deux activités, ou ces deux ou trois, parce que je ne sais pas si tu englobes conseiller conjugal et familial et sexothérapeute, on peut dire que c'est un ensemble. Et vraiment, je trouve ça très intéressant. Et puis, alors on en a un peu discuté en off, mais pas trop parce que j'aime pas trop creuser et aussi garder de la surprise pour moi en direct, en live. Mais je trouvais ça très intéressant, ton regard. Et je trouve que tu as une ouverture et que tu as plein de choses à apporter. Et je suis ravie que tu puisses accompagner des personnes de confession catholique, pas seulement, puisque dans ton activité, c'est pas que des personnes croyantes et pratiquantes. Et tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr, j'accueille de manière professionnelle donc toutes les personnes qui voudront, qui ont besoin de parler, d'être écoutées. Et donc voilà, c'est très ouvert. Cette dimension religieuse, spirituelle, pour moi, c'est vraiment la spiritualité. Elle a beaucoup d'importance pour de nombreuses personnes et du fait de mon parcours, je peux écouter aussi cette dimension. Voilà, bien sûr en la mettant à sa place, puisqu'on est dans un domaine vraiment relationnel, psychologique, psychothérapeutique, mais en l'incluant, en tout cas ne la laissant pas de côté, pour ceux qui en ont besoin, ceux qui veulent aussi évoquer cette question. C'est hyper intéressant que tu abordes ça parce que moi-même, en suivi thérapeutique, je sens quelle réticence parfois il peut y avoir pour les personnes de parler de leur spiritualité, qu'elle soit rattachée à une religion ou pas d'ailleurs, parce que c'est très large la spiritualité. Et en fait, ça fait beaucoup de bien de pouvoir en parler aussi dans l'espace thérapeutique et d'être accueilli par le ou la thérapeute avec ça. Et c'est vraiment fondamental. Ouais. Je rajouterais deux choses, c'est que dans et j'en sais quelque chose puisque je suis catholique, dans l'Église catholique et dans les religions, il peut y avoir des abus spirituels, des abus de conscience, d'autorité et voire même des abus et violences sexuelles. Et donc, c'est aussi important de pouvoir déposer ça avec quelqu'un qui peut vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de cette dimension. Oui. Et donc, voilà, et puis l'autre aspect, c'est que souvent,
en tout cas là aussi je parle de ce que je connais chez les chrétiens, les catholiques, il y a un peu une peur du psychologique, il y a une peur de cette dimension d'aller voir un psy, il va me dire de faire ça, ou il va dire que ce que je fais c'est pas bien, donc de savoir que je peux écouter aussi cette dimension sans la rejeter, c'est source de peut-être de confiance ou d'apaisement en tout cas pour les personnes. Est-ce que tu as une lecture sur qu'est-ce qui fait que le psychologique serait mal perçu? En fait, la psychologie, elle a commencé vraiment de manière forte et avec Freud Oui, en oui, Europe en tout cas. oui. Et Freud, c'est sûr, était athée et a vraiment eu des positions très contraires à la morale et à la religion dominante qui était la religion chrétienne, catholique et protestante en Allemagne. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu ce conflit tout de suite qui s'est établi entre cette dimension psychologique et la foi. Comme d'ailleurs avec la science. Au début, la science et la religion, il y a eu des condamnations de l'Église, il y a eu et donc forcément, puisque la science aussi disait non, mais ce que dit la foi, c'est faux. Et donc, il y a eu ces conflits. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens parfois ont du mal, ou les croyants ont du mal à se dire que ça peut leur apporter quelque chose qui ne va pas mettre en cause forcément et immédiatement leurs croyances et leur manière d'être et de vivre. Ok, super intéressant. J'étais en train de me dire aussi que, en fait, dans le cadre de la confession, quand on va se confesser, Mhm. en fait, il y a cette dimension depuis très longtemps d'accueillir la parole que les prêtres ont. Vous êtes les pionniers en fait de l'écoute thérapeutique, en tout cas dans cette culture-là. Oui. Et alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené à être conseiller conjugal et sexothérapeute? Est-ce que tu as envie de nous parler de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors juste un petit mot par rapport à la confession. Pour moi, c'est un registre très différent, mais c'est vrai que quand il n'y avait pas les psys, les gens, ils allaient parler au curé, ils allaient se confier. Mais c'est un domaine quand même qui est très différent parce que là, on est dans le domaine peut-être de la faute et donc d'une certaine culpabilité et avec la culpabilisation qui a pu avoir lieu ou qui peut avoir lieu. Et donc, puis c'est pas un domaine, bon bien sûr on peut parler, mais c'est pas un domaine où vraiment on échange, comme dans un cabinet où on vraiment reçoit, on accueille une personne et on va échanger et on va écouter vraiment ce qu'elle dit. Voilà, donc Ok. petite différence, mais c'est vrai qu'on on a souvent comparé le cabinet du psy au confessionnal. Du coup. Oui. Alors mon parcours, il est assez simple. Enfin, oui, d'une certaine manière, j'ai vécu dans une famille très croyante et j'ai eu la foi assez jeune, adolescent, et j'ai eu envie d'être prêtre. C'est venu assez vite avec l'exemple d'un ami qui était prêtre. Et puis donc après mon bac, je suis rentré dans la vie religieuse. Et donc avec la formation, 3 ans de philosophie, 3 ans de théologie. Et puis j'ai été envoyé au Cameroun pendant 7 ans pour enseigner la philosophie en particulier suite à mes études. Et donc le Cameroun, ça m'a vraiment énormément ouvert, ça m'a aidé à quitter un peu certaines représentations parce que j'étais dans une famille très très classique et puis je suis rentré très jeune et donc là tout d'un coup j'ai découvert un monde, d'autres manières d'être, d'autres manières de vivre, de penser. Au début, on est très chamboulé quand on arrive dans une culture aussi différente. Heureusement, la langue ils parlent le français, mais les Camerounais parlent français, anglais, et leur langue, bien sûr, de naissance aussi. Mais disons qu'il n'y a pas cette barrière de la langue, mais malgré tout, c'était un chamboulement total. Donc ça m'a beaucoup aidé à prendre de la distance par rapport à tout ce que j'avais vécu. Il faut dire que je suis rentré dans cette communauté religieuse qui s'appelle la communauté Saint-Jean, pas de secret, qui était une véritable secte, il faut le dire, avec un fondateur qui était un gourou. Vraiment, et là aussi, donc c'est intéressant de dire que grâce à mon parcours, j'ai vraiment touché du doigt ce que peut être une religion ou une figure spirituelle qui est déviante.
Oui. et qui est un gourou. Il y a le film, j'ai pas vu là, le film avec Pierre Ninet, Gourou. Je vais aller Donc, voir. exactement. Et donc, ce fondateur avait été condamné par l'Église dans les années 50 pour des histoires de violences sexuelles avec son frère, qui était lui-même religieux et prêtre. Et puis tout ça a été mis sous couvert dans le silence. Et puis il a fondé cette congrégation dans les années 70. Et je suis rentré dans cette espèce de vénération qu'on avait pour ce fondateur, sans savoir que par derrière il agressait et violait des sœurs, des religieuses et des femmes. Et donc ça aussi, et moi-même j'ai été très impacté dans ma vie personnelle par cette emprise en fait, cette communauté très enfermante. Et donc le Cameroun, ça m'a vraiment ouvert, ça m'a vraiment permis de prendre de la distance. Puis je suis revenu après 7 ans, j'étais très fatigué, j'ai eu une année sabbatique de repos. Et puis je suis arrivé à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, tout près de Paris, où j'ai passé 15 ans dans une paroisse. Et c'est là où j'ai accompagné beaucoup d'adolescents, de jeunes, comme aumônier d'un gros lycée, collège-lycée. Et puis je me suis aussi consacré à la préparation au mariage. J'ai préparé plus de 1000 fiancés, m'a-t-on dit, quand j'ai fini ces 8 années où je me suis occupé des fiancés. Et donc la préparation au mariage, c'est toutes ces rencontres, plusieurs soirées, un week-end, où on parle de la vie conjugale, on parle de ce que c'est que l'amour, s'aimer en général, l'engagement, etc. Puis aussi la dimension religieuse, spirituelle de ce sacrement de mariage pour les chrétiens. Et donc, ça m'a donné l'envie de me former. J'ai travaillé avec des conseillères conjugales et familiales qui m'ont aidé à améliorer cette préparation pour la rendre plus en connexion avec les jeunes et moins jeunes qui venaient pour se marier. Et puis, donc, ça m'a vraiment donné l'envie de me former moi-même. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux accompagner, ça m'intéresse, et puis de me former vraiment, d'avoir les outils, parce qu'encore une fois, des fois les prêtres sont on manque de véritables outils pour accompagner. On a fait de la théologie, mais c'est très abstrait, quoi. Et donc aussi, eu égard à mon parcours, je vous dis cette communauté, bon, qui a beaucoup changé, hein, qui a beaucoup évolué, qui a condamné ce fondateur et tout ça. Tu as participé, toi, à ce mouvement de dénonciation. Oui, tout à fait. J'ai pris part assez rapidement à ce mouvement de dénonciation des auteurs, parce qu'il y avait ce fondateur, mais aussi de nombreux autres prêtres de cette congrégation qui ont fait pareil. Et donc, je me suis vraiment engagé. De Ouais, pouvoir dénoncer les choses, c'est pas quelque chose de facile. tout à fait. Ouais. Et donc, j'ai aussi lancé une association d'aide et d'entraide et d'écoute aux victimes de cette congrégation avec quelques anciens membres de cette communauté. Et donc voilà, eu égard à ce parcours douloureux dans cette communauté, là aussi j'avais besoin de faire un point moi-même sur où j'en étais de ma propre vie, avec un suivi évidemment moi-même. J'ai pendant longtemps, et je continue, on est toujours accompagné par un psy, par un superviseur bien sûr. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment fait le déclic pour me dire, allez, je vais m'inscrire à cette formation qui dure 3 ans et demi, et avec des stages, avec beaucoup de choses très pratiques, très, très concrètes. Voilà, c'est pas universitaire, mais on est vraiment dans la relation, dans l'écoute et dans la relation. Et puis j'ai voulu aller plus loin, j'ai fait des formations sur l'estime de soi, des petites choses, mais j'ai voulu aller plus loin en faisant cette formation de 2 années en sexothérapie. C'est vrai que dans l'Église, on est dans un milieu très masculin, très fermé, et on va dire très misogyne, avec une vision quand même très, on va dire fermée et un peu des fois ancienne du couple et surtout de la femme. Et moi-même, toutes mes années, je les ai passées avec des hommes, avec une théologie sur le mariage qui peut être questionnée, disons. Et donc, je voulais vraiment approfondir ce sujet. Si j'accompagne des personnes en couple, il faut que je sois capable d'écouter la dimension de la sexualité qui fait partie essentielle du couple. Et là-dessus, vraiment, j'avais un manque, quoi. Et puis, pour moi-même aussi,
égard à mon propre parcours personnel, à ces années dans cette communauté. J'avais besoin aussi de relire mon histoire, de comprendre vraiment ce qu'est la sexualité et puis ma propre sexualité. Et donc, ça a été très, très enrichissant d'écouter des femmes parler puisqu'on était un groupe, voilà, très interactif aussi, mais écoutez, mes amis de cette formation parler de leur sexualité, de ce que c'était le désir, des fantasmes, de la libido, de la ménopause, toutes des choses dont j'ai entendu parler, ou j'avais entendu parler d'un peu loin, on va dire, et un peu peut-être théorique, et pas très, très... Oui, parce que c'est la question qu'on doit te poser régulièrement, c'est comment un prêtre, on en a parlé ensemble, comment un prêtre en fait peut accompagner sur ce sujet-là, puisque vous avez fait vœu d'abstinence. Célibat, on est célibataire. Alors c'est vrai que c'est une question qui vient tout de suite. On me dit, des fois même, j'ai des réactions un peu pas très, mais je le comprends tout à fait. Pour moi, je dis simplement que la première chose, c'est qu'on a beaucoup de confidences et depuis, je vous l'ai dit, 30 ans, j'écoute des personnes, je rencontre des personnes et dans des cultures différentes. Et voilà, j'ai quand même écouté et entendu beaucoup, beaucoup de choses, d'une part, et puis je suis une personne humaine, un être humain, donc il y a des choses quand même qu'on comprend, qu'on sait. Mais c'est vrai que dans l'accompagnement, aucun thérapeute ne vous dira qu'il accompagne en fonction de lui, à l'aune de de son propre chemin, de sa propre sexualité, de ses propres engagements. On est là au Heureusement d'ailleurs, service. parce que si on devait tout vivre pour pouvoir Oui. accompagner. Oui, et puis un couple marié, comment peut-il accompagner quelqu'un qui s'est jamais marié et qui est célibataire? Et donc on n'accompagne jamais à l'aune de sa propre sexualité, de son propre parcours, de son propre cheminement et de ses choix, de ses convictions. On a tous des convictions morales, politiques. Et on fait pas du cabinet un lieu de propagande pour son parti. Et donc, c'est évident que on accompagne vraiment en écoutant la personne et en lui posant des questions pour qu'elle-même, elle puisse élaborer et elle puisse comprendre ce dont elle a besoin, où est-ce que ça peut parfois coincer et comment on peut avancer dans sa vie. Est-ce qu'il y a des sujets qui rentreraient trop en contradiction avec, je sais pas comment le dire, mais avec tes valeurs chrétiennes ou avec, je sais pas, des idées que tu peux avoir, des croyances que tu peux avoir? Par rapport à ce que je viens de dire, je crois pas vraiment parce que j'accompagne les personnes et je suis là pour vraiment les écouter dans leur cheminement, là où elles en sont. Bon, je dois dire que j'ai quand même, encore une fois, vu des choses et entendu des choses tout à fait pas que j'avais pas eu l'habitude de rencontrer dans ma vie ou qui correspondent pas forcément à mes valeurs. Mais voilà, jamais je me permets de juger ou de dire bah non, ça je suis pas d'accord voilà. Alors la seule chose qui est vraiment un obstacle, c'est la violence, c'est la question de l'emprise, de la violence sur l'autre, du non-respect de l'autre que j'essaie de vivre et je pense que quand une personne vient ou un couple vient pour être accompagné, c'est un préalable. Mais non, il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions qui me gênent, dont je ne serais pas capable de parler avec les personnes. Je crois pas. Et comment c'est accueilli par l'Église que tu aies cette activité? Ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que quand j'étais dans cette paroisse, je me dis je vais accompagner et c'était voilà, c'est tout le monde on était très il y a un autre avec moi qui a commencé des études de psychothérapeute en fac qui est maintenant psychologue clinicien et qui fait une thèse de doctorat en psychologie. Et donc non, c'était vraiment quelque chose d'enrichissant. Et puis quand je suis arrivé donc dans cette nouvelle paroisse où je suis maintenant en parlant avec l'évêque, c'était clair que pour moi, c'était un mi-temps avec cette activité. Et voilà, ça a été, il n'y a pas eu de questions. Non, non, ils sont très respectueux de ce que je peux faire.
pour moi aussi, c'est un prolongement. Vous voyez, je prépare des couples, je sais pas si c'est le service après-vente, mais je prépare des couples au mariage. Et le mariage, on le sait, c'est pas tout rose, hein, ça se saurait s'il n'y avait pas de divorce. Et donc, c'est normal aussi que j'accompagne des personnes qui ont des difficultés, qui sont et on en a tous. Moi aussi, j'ai vu un psy, et on a tous des questions. Et les couples, c'est pas toujours facile. En famille, c'est pas facile. Et donc, ça permet vraiment pour moi, je le prends aussi comme une continuité, comme quelque chose qui continue ce rôle d'une autre manière, mais de manière plus humaine, plus dans la vie, avec la vie des personnes. Voilà. Moi, j'avais envie de te demander aussi, quelle est ta vision de l'amour et du couple en particulier? Alors, c'est sûr que là, je peux me reprendre les deux casquettes, un prêtre. Et c'est sûr que dans le modèle, souvent des religions en général, c'est la vision de l'amour, c'est très souvent à travers le mariage, à travers un engagement, à travers la famille. Évidemment, comme thérapeute, j'élargis cette dimension, parce que je reçois des personnes qui ne veulent pas se marier, par exemple, qui ne le souhaitent pas pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce que ça va nous apporter? On est en couple, on a même des enfants. Pourquoi on se marierait? Ou alors parce que des fois il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas. Alors comment on va gérer ça? Ou alors des personnes, un couple qui ne veut pas d'enfants. Et c'est sûr que pour moi, un couple spontanément, la plupart du temps, ils vont fonder une famille, mais en fait, pas. Il y en a qui n'ont pas cette envie, ce besoin, et donc là aussi c'est quelque chose qui est à accompagner. Est-ce que c'est quelque chose de définitif, ou est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant, voilà, donc il y a vraiment cette vision, voilà, pour commencer. Après, la vision de l'amour, c'est vraiment ce soin de l'autre. J'aime beaucoup cette phrase que je reprends, c'est faire le chemin du cœur de l'autre. Dans l'amour, il y a cette dimension. Et l'amour, en français, on a besoin de qualifier l'amour vrai, parce que l'amour, le chat, il aime beaucoup la souris, mais il la bouffe, quoi. Et donc, il y a plusieurs formes d'amour. Et, et on sait bien que la relation amoureuse, elle commence par un sentiment très fort et qui peut passer. On dit l'amour dure 3 ans. Et donc, comment faire pour que cet essai, pour qu'on puisse le transformer, quoi, et que ce soit pas juste voilà, un amour idéal, une idéalisation, puis après on rentre dans le réel, et puis il y a cette désidéalisation avec cette lutte de pouvoir, et puis on se sépare finalement parce que non, on n'y arrive pas. Et donc comment on va, mais si on le veut bien sûr, hein, chacun est libre, mais comment est-ce qu'on va arriver à transformer l'essai, à continuer à cheminer ensemble si on en a le désir, quoi. Avec cette dimension, faire le chemin du cœur de l'autre, de quoi l'autre a besoin, et comment je vais y répondre. Mais évidemment, il faut que ce soit réciproque, sinon il n'y a pas un qui va combler les besoins et les désirs de l'autre. Mais dans cette construction d'une relation, pour moi, la dimension, la construction est très importante. Construire une relation, construire un couple, et ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Souvent, quand on est amoureux, waouh, on a l'impression que ça tombe du ciel un petit peu, mais ensuite il faut construire, quoi. Comme on dit, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et donc, des fois, les lendemains, on est moins, c'est moins idéal. Oui. Comment on va construire avec ça? On peut très bien se dire, bon, voilà, c'est fini, ok. Mais si on a envie de durer, parce que toutes les séparations, c'est quand même douloureux quand on a construit quelque chose, quand on a eu des enfants éventuellement, c'est pas simple, c'est pas non plus génial. Et d'ailleurs, je pense beaucoup de gens disent, non, pour moi, le mariage, c'est pour la vie. Mais des fois, la réalité, on est rattrapé par cette réalité un peu difficile. Alors, tu parlais de séparation et de divorce tout à l'heure, et puis il y a une question de Stéphanie dans le chat qui rejoint celle que j'avais envie de te poser, parce que il me semble, et tu me dis ce qu'il en est, mais il me semble que pour l'Église, normalement, tu peux pas divorcer, en tout cas, tu peux pas te remarier
à l'église si tu as été marié une première fois. Et donc Stéphanie demande, est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a le droit qu'à un mariage à l'église? Alors, on a le droit à un mariage à l'église, sauf dans certains cas extrêmement euh, exceptionnels, mais disons qu'on considère que cet engagement, donner sa parole à quelqu'un de cette manière solennelle, engageante, c'est une parole pour toujours, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se noue, et donc on appelle ça l'indissolubilité. Donc on considère qu'il y a cette réalité qui s'est vraiment conclu, créé entre deux personnes. Et donc, à moins qu'on se dise, ah ben non, en fait, euh, il y a, il y a cette... attendez, j'oublie mon fil, parce que j'ai été distrait par les questions du chat. Oui, laisse de côté le chat, je te dirai s'il y a des questions. Je sais plus où j'en étais. Et donc, aide-moi. Mais du coup, j'ai été perdue aussi. On était sur le fait que c'était un engagement et que tu Oui, donnais cette parole qu'à une seule personne. voilà, Et donc, tu peux pas la donner à à quelqu'un plusieurs. d'autre. Ouais. Ouais. Alors bon, voilà, ça c'est le sacrement, quoi. L'Église, elle veut beaucoup protéger les sacrements, ce qu'elle appelle les sacrements, dont le sacrement de mariage, et donc elle a vraiment ce besoin de dire, mais vraiment c'est très très précieux. Il faut pas, c'est une institution, il faut pas y toucher, et donc ça a conduit à cette vision, hein, très très un peu stricte, on peut dire, d'un mariage où on est unis pour la vie avec quelqu'un. Si, bien sûr, on s'aperçoit après qu'il y avait un mensonge, qu'il y avait une immaturité complète, alors on dit non, en fait, on peut faire Oui, il faut prouver des... qu'il y a Voilà, vraiment. comme une nullité de mariage, il n'y a pas eu vraiment de mariage, on peut se marier. Mais ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'après un certain temps, quand des personnes ont divorcé, on leur donne une bénédiction, on peut le faire maintenant, ouais. Voilà, donc c'est pas vraiment un mariage, mais on peut les accompagner aussi dans un. Ben c'est vrai, les gens ils vont pas rester des fois célibataires toute leur vie. Ils ont envie de recréer un couple, de recréer une famille, et donc là aussi, bien sûr, on peut les accompagner. Et dans le cas d'un veuvage, quand la personne, enfin, ta femme ou ton mari Ouais, meurt, y a pas de problème pour se remarier. ok, ok, Ouais. je savais pas, c'est important. Ok. Donc tu peux te remarier religieusement Tout à fait, oui, oui, en cas de la mort de l'autre. ouais. Ok. La mort du conjoint, ouais. Et alors il y a Anne qui demande, en tant que sexologue, est-ce que tu traites la partie spirituelle et non physique, charnelle, dans le rapport à l'autre du fait de ton sacerdoce? Donc, tu Ben, as répondu un peu tout à l'heure, mais je repose pour que ce Mhm. soit clair. Ouais. J'écoute la question qui se pose quand quelqu'un a une difficulté sexuelle. Souvent, ce qu'on fait, c'est on va demander à la personne d'aller voir un médecin, voir s'il n'y a pas, par exemple, un problème de relation, la personne ne peut pas avoir une érection, ne peut une question de vaginisme. On va voir, évidemment, on demande d'abord d'aller voir le médecin pour qu'il n'y ait pas une problématique proprement physiologique, que là-dessus ce soit clair. Donc c'est très important cette première question avec une personne qui vient pour un accompagnement en sexothérapie. Et puis ensuite c'est en fonction de si il y a par exemple, j'ai pris l'exemple d'une impossibilité d'une pénétration par exemple, mais on va évoquer s'il n'y a pas de problème physiologique, qu'est-ce qui peut bloquer dans la rencontre avec la personne. Est-ce que c'est une question de désir ou est-ce que c'est des biais, par exemple, une personne qui m'a dit mais je pouvais jamais, on m'a toujours dit qu'il fallait que je reste vierge jusqu'à mon mariage, donc c'est impossible. Et donc des espèces ou alors je me suis donné à Dieu et donc je peux pas avoir une relation. Et donc c'est des choses. Oui, on va parler du physique, du charnel, de la réalité de la vie sexuelle de la personne en fonction, bien sûr, de sa demande. Donc, vous voyez bien, souvent, si c'est pas des causes physiologiques, il peut y avoir une cause
psychologiques, des blessures dues à des violences Des ou agressions, des des agressions ou traumas. des biais. On m'a toujours dit que c'était comme ça, et donc c'est tellement, ça a tellement été assimilé et intégré par la personne que, et donc faut un petit peu détricoter. Et ça, c'est vrai que c'est du spirituel. Enfin, c'est du psychologique, c'est du spirituel, c'est dans notre cœur, c'est dans notre vie. Et donc ça, on l'aborde, mais ça a une conséquence et ça part du corps et de la problématique sexuelle, et ça va dans le spirituel, dans le psychologique, et ça revient. Voilà, donc Et on est quel est vraiment. je suis désolée, j'ai plein de questions qui Oui, viennent, alors vas-y. j'y vais, hein. Quel est le positionnement de l'Église par rapport au plaisir? Parce que pendant très longtemps, en fait, le rapport sexuel, c'était que pour la procréation, c'était en vue d'avoir un enfant. Et donc, quel est le point de vue de l'Église? Et toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Enfin, tu vois que... C'est sûr que la question de la procréation a été très très présente pendant longtemps, et le plaisir, selon, au Moyen Âge pas trop, mais il y a eu des résurgences du jansénisme, de moments un peu où on s'est replié, on avait peur du plaisir, des moments aussi où vraiment on est tombé dans un patriarcat extrêmement fort. Dans une oppression, hein, de la femme, des enfants, et donc tout ça doit être un peu revisité et revivifié, quoi. Oui. Donc, en tout cas aujourd'hui, c'est sûr que le discours sur le plaisir, il est clair, c'est-à-dire que on n'a pas une relation sexuelle pour un enfant. Puisque j'ai écouté récemment quelqu'un qui disait que si on a 5000 rapports sexuels dans sa vie et qu'on a 2 enfants, c'est 0,0. Faudrait faire 0,02% de rapports sexuels de 4000, donc ce qui fait pas grand-chose. Donc c'est évident que. Et puis quand par exemple on est un couple qui se marie et qui se marie après que le couple soit en capacité d'avoir des enfants, il y a des personnes qui se marient à 45 ans ou 50 ans, et donc on est bien sûr qu'on les marie, et oui. pourtant on sait qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Quand une femme, l'homme a la capacité d'avoir des enfants pendant longtemps, mais la femme, après, au moment de sa ménopause, 45, 50, 55, hein, eh bien elle ne peut plus avoir d'enfants, et pourtant jamais l'Église a dit que, parce que c'est une question dans la formation qu'on s'est posée, quoi. J'ai vraiment regardé, puis j'ai interrogé des vieilles dames de ma paroisse, Okay. qui avaient de milieux assez voilà, un peu Aristocratique, oui. bourgeois, et qu'est-ce qu'on leur disait? Elles m'ont dit, mais jamais on nous a dit quoi que ce soit. Alors avant, c'était interdit d'avoir un rapport sexuel avant le mariage, ça c'est sûr, mais après on nous a jamais dit quoi que ce soit, et elles m'ont parlé en toute sincérité et liberté. Donc forcément, Une idée reçue plutôt qu'on aurait. oui, il y a vraiment eu une injonction. Parfois, le plaisir, attention, c'est mal, etc. Ça peut être source de déviance, de je ne sais quoi. Et puis, on avait peur que la femme soit infidèle. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui viennent pas de la religion, qui sont souvent de la Réutiliser. culture, réutilisées. On se sert de la religion pour ça. Enfin, c'est un mix un peu pas très glorieux. Et mais c'est sûr que pendant longtemps, en tout cas, on disait avant le mariage, c'est interdit, et après on peut. Mais vous voyez, le mariage dans l'Église, il a été inventé au XVIe siècle, à proprement parler, avec le Concile de Trente. Donc avant, au Moyen Âge, c'était pas du tout, on n'avait pas du tout ce même rapport au plaisir et à l'engagement et à la relation entre un homme et une femme. Il y a Reynald qui nous dit, mais que l'homme soit infidèle, non, on n'avait pas peur. Ah oui, ça c'est sûr. Dans un domaine, enfin, dans un modèle patriarcal, l'homme peut faire ce qu'il veut. Ah, c'est sûr que et puis il a pas approuvé une femme qui est enceinte, ça se voit. Un homme, il a mis la petite graine, ça se voit pas, personne ne le sait. Hein. Alors j'ai des questions autour de l'homosexualité Oui. et quelqu'un qui te demande, est-ce que tu peux expliquer comment l'Église réfléchit à la question du mariage pour les personnes homosexuelles et les raisons pour lesquelles le mariage religieux ne leur est pas proposé? Alors c'est une question ouais, qui est délicate. C'est sûr que dans la vision chrétienne, le mariage, comme il y a la question de la procréation qui est présente,
même si encore une fois on se marie pour avoir du plaisir ensemble, construire un couple, et met avec, alors il n'y a pas de mais avec cette dimension de créer une famille aussi. Et donc la famille, c'est jusqu'à présent, c'était avec un homme et une femme. Alors c'est sûr que ce mariage, il est lié à la complémentarité des sexes. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est face au couple homosexuel que j'accompagne évidemment, que j'accueille. On baptise leurs enfants. Alors ça c'est la partie prêtre, mais comme thérapeute, je les accompagne aussi. C'est sûr qu'il y a, pour l'Église, elle est très réticente à donner le mariage. Alors le pape François avait autorisé une bénédiction. Donc c'est ce qu'on peut faire, accompagner un couple de même sexe et leur donner une bénédiction. Et ça touche beaucoup. J'ai eu des témoignages très très forts de personnes qui disaient mais c'était vraiment comme s'ils se réconciliaient avec Dieu, parce que il y a, quand on est croyant, ils disaient mais en fait au début, je dis pas que c'est bien, mais beaucoup de personnes homosexuelles m'ont confié ça, c'est que découvrant leur homosexualité à l'adolescence, ils se sont dit mais je suis rejeté par Dieu en fait, je suis pas, puisque Dieu il a fait l'homme et la femme, donc moi je suis et donc il y a une espèce de perte de foi, une perte de confiance, d'estime en eux, de C'est un conflit culpabilisation. intérieur. En fait, c'est Oui, soit je choisis la foi et ma croyance, soit je oui. choisis mon cœur et mon désir, et ça Donc, doit générer beaucoup ouais, de souffrance. se sentaient vraiment rejetés par Dieu, et le fait de recevoir une bénédiction, ça les a, certains me disaient, mais ça avait été vraiment un moment de grâce, de réconciliation, de plénitude, comme quoi il n'était pas, il n'était pas exclu de Dieu. Tu sens que ça bouge dans l'Église sur ces sujets-là. En France, pas trop, ça bouge pas beaucoup. Ouais. Non, en Allemagne, dans d'autres pays, ils sont un peu plus. Disons que ça a plus de réflexion, plus de. Oui, mais en France, c'est assez fermé en fait. La question de l'homosexualité est encore très très tabou. Ouais. Ouais, ok. Mm. Bon, du coup, il y a du chemin. Oui, Il y a du chemin à faire. tout à fait. Ouais. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, et donc je vais l'accepter, et puis on va voir si elle arrive à venir. Autrement, je vais lui redemander de lever à nouveau la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir te parler avec autant d'ouverture, en fait, avec toi. C'est précieux, et de voir que ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi de voir que des personnes qui sont croyantes et pratiquantes peuvent aussi être accompagnées de cette manière-là, et de parler de ces sujets-là, en lien, en fait, que tu articules, tu coordonnes Mm. avec la spiritualité. Mm. Il y a une Et phrase. puis j'accompagne, enfin, des personnes autres que, enfin, chrétiennes, des personnes d'une autre spiritualité, d'une autre religion, peuvent évidemment aussi avoir besoin, et dans d'autres cadres. Mais j'ai accompagné des personnes transgenres, et en fait elles étaient musulmanes, d'origine musulmane, elles étaient rejetées par leur imam, et donc j'avais, voilà, ça c'était pas là dans le cadre thérapeutique, mais c'était plus en lien avec la paroisse où j'étais. On les accompagnait, on les accueillait, et c'était tellement important pour elles, quoi. Voilà. Absolument. Alors, je demande à Sandrina de pouvoir relever la main pour que je puisse l'accueillir, et je vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que toi, tu vois des choses à nous partager sur, je sais pas, sur ta pratique? Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de situations qui ont pu te toucher? Tu vois, là, tu viens de nous parler des personnes transgenres qui avaient besoin d'être écoutées à cet endroit-là.
Est-ce Alors que... ouais, il y a c'est vraiment ce qui m'étonne et ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'une fois j'ai un jeune couple, vraiment ils se tapaient dessus, ils s'engueulaient tout le temps quoi. Mais vraiment ils avaient un jeune enfant et c'était pas possible. Et alors en une heure on a résolu leur problème quoi. Entre Génial. guillemets, parce que on dit non mais tac tac tac, j'ai un peu non mais arrêtez, attendez, on va arrêter la cour de récré là, j'ai l'impression d'avoir des maternelles, donc il y a tac tac tac, et puis vous allez lire le bouquin sur la communication non violente, le truc sur les langages de l'amour, et parce que là vous êtes au niveau zéro de la relation quoi. Ah ouais ouais, oh, donc ils sont ressortis passionnés, dire ah, mais c'est extraordinaire et tout ça, et puis je dis mais si voilà après avoir lu tout ça, si ça n'arrive pas à se mettre en place, vous revenez. Puis voilà, c'était bon, c'était réglé. Puis il y a des personnes, des accompagnements plus longs pour des questions de voilà, le cœur qui est vraiment blessé parce qu'on s'est séparés, des jeunes en particulier qui mettent beaucoup d'espoir dans une relation, dans une première relation. Et alors c'est l'effondrement en fait quand on arrête la relation s'arrête, je me rends compte que c'est pas lui ou elle qui pourra être l'homme, la femme de ma vie et donc c'est toute une remise en question et donc et puis on s'aperçoit à ce moment-là qu'on tire un fil, c'est que qu'est-ce qui fait que je me suis mis en couple si vite, si jeune, quelles étaient mes attentes, qu'est-ce que ça veut dire de moi-même, et donc là il y a tout un travail aussi euh, de de, de de, de croissance en fait, de prise de conscience de ce que je suis, qu'est-ce que je viens chercher dans le couple, qu'est-ce que je viens combler de moi-même. Et ça, c'est un travail au long cours qui est passionnant. Ça se fait évidemment seul. Enfin, c'est pas le couple qui est accompagné là, c'est chacun. Donc voilà, c'est toutes ces. J'aime bien. Il y a vraiment tous les cas quoi. Oui, oui. Mais je crois que c'est, quelle que soit la culture, quel que soit le milieu, et c'est aussi important de le rappeler, il y a plein de choses qui se présentent. Il n'y a pas un milieu, un environnement qui soit exempt de difficultés, de violences, d'abus, et ça, c'est vraiment, Mmh. Ouais. c'est aussi important de le dire. Tout à l'heure, je t'ai demandé quelle était ta vision de l'amour et dans le couple et ta vision de l'amour à toi, personnellement. Qu'est-ce que c'est pour toi aimer? Et comment tu aimes et qu'est-ce que tu aimes et tu vois qui est... C'est très personnel. Bah, si tu as envie Non, de répondre. c'est sûr que pour Comment tu, moi, en fait, ma question, c'est comment tu incarnes l'amour, enfin, quelle place l'amour a dans ta vie et comment tu l'incarnes, tu vois. ouais. Si tu veux pas rentrer dans le Non, perso. non, je peux. En fait, ce qui est sûr, c'est que pour moi, la présence de Dieu à travers le visage du Christ, pour moi, est très forte. Et malgré ce que je vous ai évoqué, ces difficultés dans la congrégation dans laquelle j'étais, et de voir à quel point l'Église a pu, enfin, en tout cas, certains membres de l'Église ont pu être déviants, euh, n'a pas entaché ma foi et ma confiance. En Dieu et dans la présence du Christ à mes côtés. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel, quoi. Et c'est quelque chose qui me fait vivre et qui me réjouit. Et puis ensuite, j'ai pris conscience que, et ça a mis du temps, et c'est à travers tout aussi tout ce chemin que j'ai fait d'accompagnement, mais euh, je, je, la- aimer pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de l'autre et être bon et gentil avec les personnes, parce que je rencontre les enfants du caté, les gens à la messe, on a un patronage, donc les ados qu'on fait réviser parce qu'ils ont du mal dans leurs études bref, et à travers la paroisse, on rencontre tout le monde, des personnes âgées, des jeunes, en couple, célibataires, des gens qui ont des difficultés des fois, puis on a ceux qui s'occupent, qui vont voir les gens qui sont seuls ou voir qui sont complètement SDF et compagnie. Et donc, c'est tous ces gens-là qu'on rencontre. Et c'est une telle, j'aime beaucoup cette vie en paroisse parce qu'on est avec en contact direct de la vie, quoi. Mais pour moi, c'est à travers tout ça vraiment avoir cette gentillesse, cette tendresse.
Encore une fois, j'ai trop été marqué par des prêtres qui ont été violents, la violence de l'Église, parfois de l'institution, la violence de certains prêtres, et dans une position très de domination, en fait. L'ascendance, en fait. Hein, D'ascendance, ouais. Oui, pas forcément de domination, mais d'ascendance. Après, domination, c'est quand ça dévie. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment cette dimension d'amitié et avec beaucoup de tendresse et de gentillesse. Alors, évidemment, bien sûr, des fois, il faut cadrer, il faut... mais, ouais, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis par mes rencontres, par la paroisse, par les formations que j'ai faites. Et ça aussi, c'est une manière de vivre cette... voilà, ce qu'on appelle l'amour avec, entre guillemets, amour un grand A. Je sais pas si je réponds suffisamment. Si, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des préceptes et parce que je trouve ça intéressant, tu vois, quelles que soient nos croyances. Et encore une fois, la spiritualité, elle est très grande, elle est très vaste, et c'est intéressant d'aller se nourrir de paroles qui ont été transmises dans les textes sacrés, quelle que soit la confession. Mais c'est en fait, on en discutait la semaine dernière avec l'invité qui était Anna Adela, et c'est plus tu arrives à t'aimer toi-même et plus tu es capable d'ouvrir ton cœur vers l'autre, d'accueillir l'autre, et moins tu es dans le jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens aujourd'hui, de plus je m'accueille moi, et en fait, plus je peux accueillir ce qui est la différence, ce qui m'énerve, et de pas m'arrêter à la première à la première réaction que ça produit. C'est vrai que le Christ reprend une parole de l'Ancien Testament dans la Bible, et il dit, il reprend ce aime ton prochain comme toi-même, Oui. qui était un des 613 commandements dans la première alliance, et il le remet comme le résumé de cette alliance. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Donc, si je me connais pas, si je ne m'aime pas, si je ne suis pas réconcilié avec moi, je peux pas entrer en relation avec l'autre. Oui, c'est comme d'ailleurs, c'est souvent parce que j'utilise cette phrase en disant c'est comme, c'est ni plus ni moins. C'est pas aimer l'autre plus que moi, parce que il peut y avoir quelque chose d'assez sacrificiel, et c'est pas ça dont il s'agit. Ouais, tout à fait. À égale mesure, en fait. Ouais, j'aime beaucoup ton interprétation, mais c'est ça, c'est s'aimer soi-même et alors entrer dans cette relation juste, ajustée à l'autre. Mais si je m'aime pas, si je suis violent avec moi, ben je vais trouver en l'autre quelqu'un qui va me dévaloriser, qui va être violent aussi avec moi-même, ou le contraire. Et il y a une autre parole. Je vais pas croire d'ailleurs au fait de pouvoir être aimé. Si moi je m'aime pas, je vais aller vers des gens qui me maltraitent parce que je crois que c'est ce que je mérite dans la vie. Et les gens qui m'aiment réellement et qui pourraient m'apporter du bon, en fait, j'y crois pas. Et ça me fait pas vibrer. Ouais, tout à fait. C'est ça, se rendre aimable, être capable d'être aimé. Et si je suis pas, je m'aime pas, je m'organise pas pour être aimé et aimable, ben je pourrais pas être dans cette juste relation avec une personne pour accueillir sa tendresse, son amour. Il y a une autre parole de Jésus que j'aime beaucoup, qui transforme une parole de l'Ancien Testament. Là, il la transforme. Dans l'Ancien Testament, on disait il ne faut pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'ils nous fassent. Et c'est la parole de rabbin qui était, alors je sais pas si elle est dite comme ça, je pense qu'elle est quand même présente dans la Bible, mais c'était une parole de rabbin. Et puis Jésus la transforme en la mettant de manière positive. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Voilà. Et ça, c'est devenu aujourd'hui un adage de la vie en société, de la vie sociale et normale entre guillemets entre personnes, quoi. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent, ça c'est sûr, mais aussi fais-leur ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Donc ça, c'est ce que le Christ
transforme un peu en le rendant positif, quoi, comme un élan vers l'autre. Et on retrouve cette phrase, hein, faire le chemin du cœur de l'autre. C'est ça aussi, faire à l'autre ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, aussi donne-le à l'autre. Tu vois, c'est ce que j'appelle moi l'éthique personnelle et relationnelle. Et Mmh. parce que je m'inspire beaucoup du stoïcisme notamment, et il parle beaucoup de ces préceptes-là de manière athée, si on peut dire. Mais, Mmh. ça Ouais, fait écho à ce que tu es en train de dire ouais. là. En fait, les choses se recoupent énormément. Et puis, c'est ce qu'on retrouve aussi. Tu parlais de la CNV, de la communication non violente. De Marshall Rosenberg, on retrouve beaucoup ça. Donc, voilà, ça se croise. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu as eu des réactions violentes par rapport au fait que tu étais prêtre et sexothérapeute. Parfois, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends? Non, pas violente, mais on a Défensive? un peu, oui, qu'est-ce que vous y connaissez, quoi? Qu'est-ce que vous connaissez à la vie, puisque vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas, voilà. Et donc, oui, bah, j'explique simplement, hein, j'explique que, encore une fois, je n'accompagne pas à l'aune de mon propre parcours. Tout ce que j'ai vécu et tous ces accompagnements ont enrichi mon histoire, m'ont enrichi et me permettre d'écouter d'autant mieux les personnes dans toute leur, dans la richesse de ce que les personnes apportent. Mais voilà, et puis c'est vrai de pas être en couple, vous voyez, je peux aussi, on peut, bon, je vends un peu je me vends un peu, mais ça me permet de pas, par exemple, en tout cas, éviter de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que, quand un thérapeute est en couple, peut-être que la difficulté du couple qui vient va activer une propre difficulté ou une manière dont il vit lui-même sa propre relation, et ça peut le mettre aussi en porte-à-faux, ça peut l'interpeller, le mettre en difficulté, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être interpellant. Et donc, alors que j'ai une certaine neutralité de par ma situation. Donc, vous voyez, c'est pas, il y a des avantages, des inconvénients, mais en tout cas, je le répète, on accompagne de manière professionnelle, en interrogeant, en écoutant, en interrogeant, et pas à l'aune de nos choix, de nos manières d'être et de vivre, quoi. Peut-être je peux te partager ça. J'accompagnais une femme qui souhaitait divorcer et qui était dans un milieu très catholique. Et en fait, son mari voulait pas du tout divorcer et lui avait demandé d'aller voir une thérapeute de son choix à lui, Mmh. qui se revendiquait de cette, enfin de l'Église, Mmh. sans être impliquée comme toi tu peux Hein. l'être. Et en fait, elle s'est retrouvée dans une situation qui, moi, m'a vraiment mise en colère. Alors, il y avait une forme de contrôle, pour le dire, voire d'emprise, mais Mmh. dans le couple. Et en fait, la thérapeute s'est retrouvée à essayer de convaincre cette femme Mmh. de ne surtout pas se séparer, de sauver son couple à tout prix, parce que on ne se sépare pas, on s'est mariés, c'est pour rester ensemble. Et en fait, n'entendait pas du tout la parole de ma patiente, et il y avait une forme d'annulation de qui elle était, de ce qu'elle pensait. Et vraiment, moi, ça m'avait mise en colère, et je lui avais partagé que j'étais assez remontée en Mmh. cette thérapeute qui n'écoutait pas du tout Ouais. l'objectivité et la vie de cette femme. Ouais, je vois bien ta colère et je pense que je la partage, j'aurai la même. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est thérapeute ou bon thérapeute, hein. Ouais. Et puis, comme tu dis, c'est quand même très étonnant que le mari envoie son épouse chez son thérapeute. C'était une une thérapie de couple. Ouais. Et donc, elle devait voir seule le Non, non, thérapeute non, ensemble. C'était ensemble. ensemble, oui, une séance Ah ensemble. oui. Et donc, la thérapeute avait pris le parti de monsieur contre madame, quoi, Oui, en gros. oui, et de la convaincre de ne pas se séparer,
Mmh. En fait, sous couvert de valeur. Ah oui, ouais. Je pense que là, il y a une petite déontologie Oui, qui est pas juste. Ouais. absolument. Ouais. Donc, tu vois, ça me fait plaisir d'entendre tout ce que tu nous dis. Mmh. Et parfois, C'est-à-dire que si un couple veut rester ensemble et qu'il y a des difficultés, ben, c'est la première chose qu'on fait quand un couple vient. Ben, est-ce que vous voulez continuer? Si vous voulez pas continuer, ça sert à rien de faire une thérapie même. Donc on va arrêter tout de suite. bien sûr, Il y a ça un peut couple que aider j'ai à la vu une séparation, fois ça peut et accompagner la séparation. pardon, je sais pas entendu. Ça peut accompagner la séparation. Oui, alors on a combat de la séparation, mais il y a un couple que j'ai reçu une fois, ils avaient déjà décidé de se séparer, dernière chance, bon, on va quand même faire un dernier essai, entre guillemets, et c'était clair que non, ben voilà, ils voulaient pas, donc je dis, on va pas continuer. Donc, bien sûr que la première chose qu'on fait, c'est, est-ce que chacun, les deux, est-ce qu'ils veulent continuer et vivre, essayer de continuer, de reconstruire, de construire en fonction de ce qui s'est passé ou pas. S'il n'y a pas cette volonté, ben on leur dit, vraiment réfléchissez. Alors, bien sûr, le thérapeute peut permettre, ou il reste un minimum, le thérapeute peut peut-être permettre que ce désir renaisse un petit peu en voyant ce qui vraiment est un blocage, si c'est pas trop profond. Mais on voit bien que souvent les couples viennent après vraiment des choses difficiles, ils viennent souvent un peu trop tard, entre guillemets, en thérapie, Absolument. et il y a trop de choses qui ont été faites, trop de mal qui s'est fait, qui s'est dit, et donc c'est vraiment difficile de repartir. Mais en tout cas, C'est en vrai aucun que, cas, on va forcer quelqu'un à rester en couple. Ça, c'est hors de question. Et on va vraiment écouter chacun avec son désir. Mais s'il y en a un qui veut pas déjà venir en thérapie, ben, il va pas venir en thérapie. Et puis, bien sûr, on s'est engagé. Donc, on va dire, l'engagement, c'est important. Quelle valeur il a? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça veut dire, cet engagement? Mais c'est pas moi aussi, pour... c'est intéressant parce que je vois beaucoup de culpabilité parfois dans le fait de se séparer et de quitter quelqu'un et de divorcer, que ce soit dans la foi ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui décide de mettre un terme à une relation maritale, ou en tout cas à une relation très installée, de quelqu'un avec qui tu as eu des enfants? Parce que vraiment, parmi mes patients et patientes, je vois que cette culpabilité, elle fait beaucoup de dégâts et elle peut durer des années et des années. Ouais, c'est très délicat. Alors, il n'y a pas deux cas qui se ressemblent, hein, mais est-ce que c'est une culpabilité parce qu'on voudrait y arriver, on n'y arrive pas, on n'a pas les moyens? Donc, est-ce que la personne demande un accompagnement pour trouver ses moyens et retrouver peut-être un élan, quelque chose? Est-ce que vraiment c'est fini? Il y a pas, il y a plus de relations de toute façon, donc on peut Oui, pas. si, il n'y a plus de relation. Ouais, bah, s'il y a Qu'est-ce que plus de tu peux relations. dire à quelqu'un qui souhaite se séparer et qui est dans la culpabilité? Qu'est-ce qu'elle dit, cette culpabilité de la personne? Est-ce que ça vient, est-ce que c'est elle qui est-ce que l'inflige? Est-ce que ça, c'est pour elle? Est-ce que c'est pour les enfants? Parce que pour elle, ben, on comprend que, ben, si on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Donc, peut-être aussi s'il y a vraiment plus rien et qu'on va se séparer, relire pour dire qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, comment je peux me pardonner, ce que j'ai pas bien fait, peut-être. Parce que il y a jamais un qui a 100% tort et l'autre 0% tort, quoi, ou Bien 100% raison. sûr. Et donc, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, peut-être? Savoir, bon, ben, l'autre, il m'a fait ça et ça, bon, ça, c'est vraiment horrible, et voilà, ça a été une cause, mais aussi, moi, j'ai ma part. Donc, qu'est-ce que c'est ma part, et est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux le comprendre? Pour ne pas refaire la même chose, peut-être si je recommence. J'ai une personne comme ça qui recommençait une vie de couple qui est venue, et elle c'était vraiment pour relire sa première relation. Elle avait des enfants, c'est un homme, et donc et il n'était pas à l'aise de se remettre parce que voilà, il y avait une espèce de truc qui n'était pas comme réglé, et donc il avait besoin de régler, entre guillemets,
de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Et effectivement, il y avait de quoi que ça marche pas, parce que il y avait des bases qui étaient pas solides en fait. Et donc le comprendre, se dire, c'est ok ça, il y a des choses qui viennent de ma famille peut-être, de mon éducation, de je sais pas quoi, puis il y a des choses que j'ai mal faites, et donc de faire un peu le tri, de faire l'inventaire de tout ça. Et les choses qui viennent de l'autre aussi. Oui, de ce que je me pardonne, de ce que La l'autre. relation. Là, clairement, l'autre, une histoire du jour du mariage, elle avait fermé son cœur pour un truc bête, mais voilà, et il l'a compris que bien après. Bon, et donc voilà, renir un peu tout ça. Et donc, je pense que c'est vraiment important. La culpabilité, elle peut être aussi beaucoup à l'égard des enfants, parce que là, c'est entre guillemets normal qu'on se sente, parce ils ont un papa et une maman, et là, on se sépare, et donc ça va être compliqué. On sait on facilite pas la vie des enfants, parce qu'ils vont une semaine là, et même quand on dit ça se passe bien, pour un enfant, ce sera toujours difficile. Donc, c'est normal qu'il y ait cette, peut-être cette souffrance. Donc là, c'est quelque chose dont on peut parler, évoquer, comment accompagner cette séparation pour les enfants, comment, voilà. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, après, rentrent dans une forme de sacrifice Ouais. et qui restent malgré tout et surtout aux dépens d'eux-mêmes pour éviter de faire du mal et de blesser. Vraiment. Ouais, non, le sacrifice, c'est pas très, très bien. Il faut vraiment plutôt faire un inventaire, se réconcilier avec soi-même, s'aimer soi-même, pardonner, se pardonner. J'allais te demander, mais toi, qu'est-ce que tu penses du sacrifice? Ben, de temps en temps, on peut faire un effort. Sacrifice, j'aime pas trop. Mais un couple qui se dit, moi, je ferai jamais d'effort pour l'autre, je sais pas si ça peut durer, quoi. Et que dit l'Église du sacrifice? C'est une question très 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 vaste. C'est sûr que, en tout cas dans le couple, il y a vraiment alors je sais pas s'il y a une injonction au sacrifice, mais c'est vraiment se donner à l'autre, vraiment faire des efforts pour l'autre, supporter l'autre, etc. C'est ok, mais enfin si c'est réciproque, hein, parce que si c'est pas réciproque, non, c'est pas possible. Et puis on tient 1 an, 2 ans, puis après les gens aujourd'hui ils ont pas envie. Ils n'ont pas envie de supporter ce qui est pas supportable. Donc non, je pense qu'il y a vraiment l'idée de faire le chemin du cœur de l'autre, c'est exigeant. Absolument. C'est un effort. Enfin, il y a un moment où il faut prendre sur soi. Oui. J'ai pas envie de faire le ménage dans une maison, on vit ensemble. Il faut faire le ménage. Il y a un moment, je vais pas laisser l'autre tout le temps faire le ménage. Enfin, c'est un exemple où comment je vais me battre Nourrir pour la mon relation, de penser à boulot, l'autre. pour le boulot, les enfants, le couple. Ben oui, je prends sur moi ma part. Et c'est possible si l'autre aussi le fait. Bien sûr, c'est pas à sens unique. Donc il y a une part d'effort, une part de conversion du cœur. Conversion, c'est vraiment se retourner vers l'autre. C'est le mot, C'est joli ça, dis donc. en métanoïa en grec, vraiment se retourner vers l'autre. Je dis souvent, c'est comme en ski, vous savez, les conversions en ski, c'est quand tu as les deux skis comme ça, soit tu tombes dans le trou, soit tu es devant la falaise, tu dois faire un 180 degrés, et te retourner, c'est se convertir. Et pour être dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de l'autre. Et donc, J'adore. des fois, je dis aux gens, attendez, on va faire une petite conversion de ski, parce qu'il y a quelque chose qui est pas en place là. Et si on veut sauver sauver, c'est pas la question, mais si on veut vraiment que le couple continue et que ce soit fluide et qu'il y ait des moments de bonheur et de joie, il y a un moment où oui, chacun apporte sa pierre, quoi. Pour la famille, mais comme les enfants, on demande aussi aux enfants d'aider. Il n'y a pas de raison qu'ils soient des enfants rois servis avec leurs écrans et papa maman font tout, quoi. Donc là, c'est une dynamique en fait pour moi. C'est vraiment une dynamique. Tu vois, ça, je le vois. Ça, on le comprend. Si on voit que le côté effort et sacrifice, c'est insupportable. Mais si on voit, on s'aime, et donc il y a une dynamique d'aimer et de faire pour l'autre parce qu'on l'aime, et etc. Ça, c'est positif et c'est entraînant, quoi. Pour moi, c'est vraiment nourrir la relation. Et quand tu nourris la relation, tu en profites, en fait. Ça jaillit sur toi. C'est du rayonnement, du ruissellement. Ouais. C'est un bon investissement.
Oui, exactement. Ça coûte moins cher qu'un divorce, on dit. Dans des fois, j'ai lu des trucs, les conseillers conjugaux ils disaient, ben, dépensez pour votre conjoint ce que vous auriez dépensé pour votre amant ou votre amante. Ouais. Bon, voilà, c'est Et parce qu'on sait bien que dans la, ça c'est un peu des trucs de thérapeute de couple et tout ça, mais avant d'être parent, on est un couple parental, et avant d'être un couple parental, on est un couple tout court, quoi. On doit garder cette flamme plus que d'être seulement le parent et de l'autre et des enfants, quoi. oui, Donc oui, ça, oui, ça se bien nourrit, sûr. c'est comme C'est un l'homme et la feu, femme. En fait, on c'est le le couple nourrit. qui préexistait. Moi, ce que je dis souvent en accompagnement parental, c'est de retrouver le couple qui préexistait à l'enfant. Mmh. D'ailleurs, ce qui permet de signifier à l'enfant qu'il y a un couple, une entité qui existe en dehors de lui et dont Et qui il n'est est pas tout issu. puissant. Exactement. Et donc, il n'est pas tout puissant et ça lui permet de lui poser des limites et d'aller investir le Mmh. monde, les relations, l'autre, en Exactement. dehors de ses parents. Oui, tout à fait, ouais. Et pour ça, ça veut dire prendre soin de l'homme et de la femme qu'on est et de la relation qu'on a établie ensemble qui nous a permis de Mmh. construire tout ce qu'on a construit. Ça peut Ouais. aussi être de revenir à la légende du couple. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis ensemble? Pourquoi on s'est choisi? Et ça, quand il y a des difficultés, quand on est pris dans le quotidien, quand il y a beaucoup de contraintes qui viennent, enfin c'est tout le temps. Et donc ça fait du bien de pouvoir se retourner et Mmh. se dire mais qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'attire chez cette personne, pourquoi je l'ai choisie, en quoi elle me complète, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que Mmh. Ouais, c'est un des secrets du couple qui dure. C'est l'effet randonnée, j'appelle comme ça. c'est-à-dire Quand tu montes une montagne, en fait, j'ai fait ça dans la préparation au mariage. Il y a tout le monde donne ses recettes. Si tu regardes les magazines, en général féminins, mais pas que, et puis les sites et tout ça, tu as toujours les 10 points pour être fidèle, les 10 trucs pour réussir son couple, les 7 machins pour oui. réussir sa relation sexuelle et tout ça. Et donc moi, je me suis dit, mais quels sont, si j'avais à faire un peu comme ça, une Une méthode, liste. une recette, alors j'ai trouvé cette pilier, cette secret, enfin bon, bref. Et pour moi, un des piliers, c'est l'effet randonnée. C'est-à-dire que quand on marche dans la montagne, on adore se retourner et dire ah ouais, on est parti de là, regarde, ah mais c'était super, ah là on a fait tout ça, et puis ah ouais, on est passé par là, et puis et en fait c'est spontané, et puis on aime s'élever et voir justement. Et dans notre vie, dans notre couple, c'est un peu pareil, dire ah mais tu te souviens en fait ce qui s'est passé à tel moment. Attends, mais c'était quand qu'on a déménagé? Ah oui, puis on a fait ce voyage, ah, mais c'était extraordinaire. Et on se raconte, comme tu dis, notre légende, notre histoire, notre manière dont on est tombé amoureux, de quoi. Et quand on accompagne un couple, on passe par cette case, comme tu dis, pour leur faire raconter en fait pourquoi ils sont tombés amoureux, qu'est-ce que j'ai aimé dans l'autre, qu'est-ce qui m'a fait vibrer, parce que si on revient pas à ça, et même bien sûr ça se transforme, mais sinon on est pris par le quotidien et c'est fini quoi. Donc Génial, j'adore l'effet randonnée. et voilà, de dire ben, qu'est-ce qu'on a construit ensemble. Ah mais c'est merveilleux, on a fait tout ça, on a construit tout ça, mais c'est pas rien. Et des fois c'est vrai que aujourd'hui le divorce a quand même puisque aujourd'hui il y a à peu près la moitié des couples qui divorcent, hein, ben, je me dis, et des fois pour des raisons, alors je ne juge vraiment pas, mais c'est vrai qu'on se dit, des fois c'est tellement vite après le mariage, et qu'est-ce qu'on a, mais bon, sans juger, mais des fois on se dit, oh là là, est-ce que vous avez vraiment tout fait pour continuer, quoi. Et je me dis, de faire cet exercice, mais on a construit tout ça, on a eu des enfants ensemble, on a construit une maison, on a notre boulot, nos familles, t'as assisté quand mon papa est mort, t'étais là, ma maman était malade, tu m'as accompagné, enfin, dans les joies, les peines, en fait, et relire son histoire avec la hauteur de toute cette vie ensemble, ben, je pense que ça me, ouais, ça aide à traverser, en fait, une souffrance. Il y avait un film que j'aime bien, je sais pas comment il s'appelle,
c'est une femme très brillante qui est journaliste et était une idole aux États-Unis parce qu'elle a une émission culte, etc. Et puis une fois, elle trompe son mari et donc pour la faire tomber, il y a longtemps d'ailleurs, on ressort cette histoire et le mari l'apprend quoi et donc elle va le rencontrer, et elle lui demande ben voilà, c'est si elle est désolée, tout ça, et il lui dit mais oui c'est vrai tu m'as fait du mal, mais est-ce que ça peut effacer, c'est l'homme qui parle, les millions de belles choses qu'on a vécues ensemble. Et alors elle est toute émue et voilà il dit ben non tu peux pas, on a fait une connerie, il y a eu un truc nul, dégueulasse ou je sais pas quoi. Des fois oui, c'est quand il y a de la violence c'est quand même compliqué hein. Je dis pas ça mais souvent voilà. Est-ce que il y a un truc difficile quoi, est-ce que ça peut effacer aussi les millions de choses qu'on a construites ensemble et qui sont belles quoi. Et donc les faire randonner j'aime bien voilà oui, se dire on regarde un peu, on prend un peu de hauteur et on se redit en fait ce qu'on a nous réunit. On regarde ce qui nous réunit. Il y a Nathalie qui nous demande s'il n'y a pas de coaching. Alors moi, je serais ravie de pouvoir faire du coaching et je vous invite à lever la main pour ça, à nous poser des questions, que ce soit dans le chat ou en direct. Je fais un appel. Venez parce que moi, j'adore discuter avec Gabriel et je pourrais discuter avec lui pendant des heures, mais l'intérêt, c'est quand même que ça soit aussi votre espace et que vous puissiez venir nous parler. Profitez-en, on est là. Comme vous le voyez, Gabriel, il a plein de choses intéressantes à nous dire. Donc, je suis sûre qu'il peut vous donner des pistes. Et encore une fois, il n'y a pas obligation de mettre la vidéo. Vous pouvez venir juste en audio. Et il n'y a pas de problème. Est-ce que peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire aussi quelles sont vos réactions par rapport à tout ce que vous entendez? Est-ce que vous avez d'autres est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui vous grattent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup plu? Il y a eu l'image de la randonnée et puis ton autre image que j'ai adorée qui était, je sais plus, je réécouterai le replay. La conversion du cœur. Voilà. Ouais, ça j'ai vraiment aimé. Ça, je vais la garder précieusement. Comme en ski. C'est ça, c'est très concret. Comme en ski, voilà, exactement. Et d'ailleurs, en ski, il y a aussi le principe que si tu regardes l'arbre, ouais, tu le prends. L'arbre. Et j'allais faire lien avec ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a un exercice ou une expérience intéressante à faire quand le couple ne va pas bien, c'est de passer toute une journée à regarder tout ce qui nous agace chez l'autre. Ouais. Du lever au coucher, tout ce qui nous énerve, tout ce que il a pas fait, il a laissé ou elle a laissé une tasse traîner, j'en sais rien. La fenêtre ouverte, le robinet, les toilettes. Envoyer de messages ou envoyer trop de messages, avec les enfants, voilà, il y a des choses qui vont pas et de se le noter. Et puis le lendemain, c'est de faire l'extrême inverse. C'est-à-dire que c'est de regarder tout ce que on adore chez cette personne, tout ce que cette personne elle fait et qui nous fait du bien, qui nous apporte, qui nous permet de se sentir bien. Et c'est intéressant de voir à quel point aussi notre état d'esprit, ce à quoi on porte attention, va avoir des conséquences dans notre vie de manière générale, mais aussi dans la relation. Bien sûr. Et parfois, c'est défensif de regarder tout ce qui nous énerve. Ouais. C'est sûr que je m'aperçois quand on parle, par exemple, des langages de l'amour, etc. C'est des choses qui sont une base de la relation et souvent on l'a pas mis en place quand c'était la lune de miel. Et quand viennent des moments un peu plus difficiles, c'est hyper difficile de mettre en place ce genre de choses. Donc, il faut vraiment le mettre tôt dans l'histoire du couple, en vie, en place, en vie, quoi. Et puis ensuite, pour traverser les moments
plus difficile. Mais bon, il n'y a pas de, on peut toujours, hein, il y a mieux vaut tard que jamais. Donc il n'est jamais trop tard. Et donc c'est sûr que enfin voilà, moi, je pense qu'il continuer à apporter, à nourrir. Ouais. Voilà. Oui, et à regarder ce qui nous rassemble et ce qu'on peut partager, remettre du partage quand dans les moments difficiles, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, il y a Christelle qui nous fait un très joli retour, merci, qui nous dit « Je suis très touchée par le partage de Gabriel et sa posture. C'est vraiment une ouverture de cœur magnifique. Et aussi Amanda, toujours aussi percutante. » Merci. Merci Christelle. Et qui nous demande « Les retraites sont un plus dans la vie du couple ?» Ouais. Alors les retraites, c'est ces moments lune de miel, quoi. On dit beaucoup que c'est ce que tu disais, Amanda, c'est retrouver un peu le couple, ce qui nous fait être un couple, au-delà de l'enfant, au-delà de tout ce qu'on a à faire. Donc comment on va se retrouver régulièrement pour une soirée à deux gratuite. Alors il y a un mouvement qui avait inventé le devoir de s'asseoir. C'est extraordinaire. Alors, le mot devoir, moi, me un peu enfin, j'aime pas trop le devoir de savoir, mais en fait, le concept est génial. C'est-à-dire qu'une fois par mois, minimum, on se met une soirée où on va parler des vraies choses du couple, de notre vie. Et donc, pas seulement voilà la couleur de la bagnole qu'on va acheter, quoi. On s'en fout. Enfin, pardon, mais nous, comment tu vas, comment tu es, comment ça va dans ton boulot, comment ça va entre nous, comment ça va avec nos enfants. Est-ce que tu peux tout me dire? Est-ce que je te et ça c'est essentiel. Et c'est minimum une fois par mois. Alors nous on a rebaptisé à nos agendas, c'est-à-dire on se fixe parce qu'aujourd'hui si on le met pas dans nos agendas partagés ou quoi, ben on l'oublie en fait parce qu'on est tellement pris par le quotidien, le boulot, la réunion pour l'école des enfants, l'association Intel, je sais pas quoi, et la sortie avec les copains, la grand-mère, on a plus le temps quoi. Et donc se fixer vraiment dans nos agendas cette soirée. On n'est pas là pour personne, ni même pour les enfants, et on va vraiment en parler ensemble. Donc c'est essentiel, minimum une fois par mois. Et puis si on peut faire un week-end en amoureux pour une fois par an ou tous les 2 ans, mais c'est un minimum où vraiment on part 2-3 jours à deux et voilà sans rien d'autre que nous en fait. Et ça c'est essentiel. Alors c'est une retraite, on va dire laïque. Et puis bon, pour ceux qui sont chrétiens, eh bien on peut aller dans un monastère, on peut faire quelque chose plus en lien avec la spiritualité, mais on peut très bien allier les deux aussi, parce qu'on peut aller faire une retraite spirituelle, mais prendre le temps de parler ensemble, de vivre cette tendresse et gratuite pour les deux, pour le couple, quoi. Et ça, c'est essentiel. Voilà. Tu peux décrire pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une retraite spirituelle? Alors, une retraite spirituelle, c'est passer un moment dans une abbaye, par exemple, dans un monastère, en Dans un lieu silence, sacré dans un lieu sacré. Alors, il y a des retraites, évidemment, ceux qui sont, là, je parle pour des chrétiens, mais je sais qu'il y a des lieux de retraite un peu plus liés à la méditation, dans des lieux d'inspiration bouddhique ou zazen, etc., où ils peuvent trouver aussi ce recueillement, ce silence, et vraiment se retirer un peu du quotidien de la frénésie. Parce qu'on peut faire un week-end en amoureux, on va visiter la ville de je sais pas où, en Europe ou je sais pas quoi, wow, super, mais on va faire plein de musées, on va faire plein de choses, et c'est génial. Mais est-ce qu'on aura suffisamment de temps à deux pour vraiment retrouver un peu de complicité, de tendresse? Et donc voilà, mais on peut aller dans une ville visiter des très belles choses, mais aussi se garder ses temps. Et puis la retraite plus spirituelle, donc dans un lieu de spiritualité chrétienne ou pas, où on va vivre vraiment se connecter avec Dieu, se connecter à soi, se connecter avec donc dans la méditation, qu'elle soit, il y a plein de formes de méditation différentes.
Ok, merci pour la précision, mais en effet, de pouvoir vraiment se retrouver comment dire, au, au Prendre un calme peu de distance, quoi, un peu de avec le s'extraire. monde extérieur, Mm. exactement. Mm. D'avoir moins de distractions et d'être tourné vers l'autre, cette fameuse Mm. conversion du cœur, là, dont tu Ouais. parlais, d'être loin des distractions pour pouvoir être attentif et à l'écoute de l'autre face à soi. Mm. Et ouais. Écoute, moi j'avais vraiment plein de questions à te poser, mais c'était très très riche le tour là qu'on a pu faire à la fois sur l'Église, sur le couple, sur la sexualité aussi. Vraiment, j'aime beaucoup ces temps d'échange, c'est très nourrissant. Ouais. Donc je ne sais pas s'il y a plus de questions. Ah, s'il y en a une, tiens. Comment on fait pour instaurer ces échanges dans une nouvelle relation? Très bonne question. Merci Stéphanie. D'emblée, tu disais tout à l'heure de le mettre tout de suite en place pour Ouais. que ça fonctionne encore mieux. Comment on fait? Ouais. Ben, on se dit, c'est sûr que on est très fusionnel dans une nouvelle relation, on partage tout, on s'envoie plein de textos et tout ça. Ben, de trouver un lieu pour vraiment se poser ensemble, à l'occasion d'un resto, à l'occasion d'une marche dans la nature, vraiment se poser ensemble et puis approfondir, si c'est une relation très naissante, approfondir. Il y a plein de petits ouvrages, plein de jeux, avec des cartes pour le couple, pour mieux se connaître, et ça fait grandir l'intimité, ça fait grandir la complicité de manière incroyable. Et donc nous, dans la préparation au mariage, on dit au couple, ben voilà, on va faire tant de soirées, et puis un week-end où on va partir dans la nature, et on aura des petits topos, mais des temps à deux aussi où les couples vont pouvoir aller marcher ensemble. Et donc c'est instaurer ces lieux où on va vraiment parler des choses essentielles de notre vie. Oui. Voilà, Alors, qu'est-ce tu vois, que j'ai un très bon juste exemple. vraiment. C'est comment est née l'idée de l'apéro sexo que j'anime avec Majda Gayourdé, que tu connais d'ailleurs, Oui, et c'est grâce à elle que tu es là ce soir. on a fait notre Euh, formation ensemble. oui. Et en fait, j'ai une patiente qui avait besoin de pouvoir parler de sexualité avec son compagnon. Alors c'est une relation assez récente. Ils sont encore en phase de découverte, en tout cas. Mmh. Et je lui ai proposé de la prochaine fois qu'elle le voyait, de faire un apéro sexo et de préparer, de mettre une ambiance cosy avec une lumière tamisée, de vraiment jouer Mmh. le jeu, de faire des petits un apéro dînatoire et de préparer des questions, de s'aider d'une IA pour préparer des questions et de faire une liste de questions à se poser Mmh. dans le couple et donc elle l'a fait et donc c'était des questions qui se posaient mutuellement et ça a vraiment débloqué quelque chose et c'était génial, j'ai trouvé ça super parce qu'elle l'a joué à fond et son partenaire était ravi aussi, il en a vraiment profité et Mmh. ils se sont rapprochés grâce à ça. Et en fait, Ouais, en lui proposant de faire un apéro sexo, j'ai dit à Majda, mais il faut qu'on fasse les apéros sexo. des apéros sexo ensemble où les gens peuvent venir parler de leur sexualité sans tabou et qu'on anime ça ensemble. Donc, je précise que c'est en ligne et que le prochain, c'est le 5 février si vous avez envie de venir participer. Mais voilà comment faire pour instaurer, en fait, c'est aussi être à l'écoute de la relation pour instaurer des rituels qui Mmh. appartiennent que à la relation. Il n'y a pas de recette magique, Ouais, c'est aussi de composer avec la complicité que vous avez, parce que tu vois, tu parlais d'aller marcher, tu parlais d'un restaurant. bien sûr. Si votre truc à vous, c'est une activité en particulier et que les deux arrivent à se réunir parce qu'ils aiment tous les deux cette activité-là, Mmh. alors Ouais. il faut en saisir. Ah oui, ça peut être les autotamponneuses, hein, par exemple.
Oui, tout à fait. Je blague, mais chacun, oui, chacun trouve son lieu et son rituel. C'est hyper important. Il y a une personne, une sexo, que j'ai acheté son bouquin récemment. Elle donne plein de rituels, 100, plus de 100 rituels pratiques et tout ça. Quel Carlotta est le titre? Minier. Tu peux nous le lire parce qu'on voit pas. C'est intimité et connexion, plus de 100 rituels et pratiques pour prendre soin de votre couple. C'est Carlotta Munier, qui est une thérapeute excellente. Alors elle est très spirituelle, mais d'une spiritualité plus tantra et orientale. Et puis on me demandait des jeux. Vous voyez, j'ai plein de jeux. Il y a sur les jeux de 2 minutes, mon amour, échanger, communiquer, rire en couple. Et puis, il y a un amour monstre, couple, relation, vérité, qui est sorti aussi récemment. Il y a les jeux de qualité, les jeux de... il y a plein de jeux qui existent pour pouvoir grandir dans l'amour, quoi. Il y a le love vibes. Il y a plein de choses. En fait, c'est juste, c'est des petites questions. Ben, toi, qu'est-ce que tu aimerais dans telle situation? Qu'est-ce que tu préférerais? Et en fait, bon, c'est des choses des fois toutes simples, mais en fait, ça éveille, en fait, ça crée de l'intimité, ça crée du désir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bénéfique pour le couple, en fait. Il y a Béatrice qui nous dit: je n'ai pas eu le temps de prendre des notes, vous êtes trop rapide. Il y aura le replay, Béatrice. Il y a Love Vibes, 2 minutes. Et puis tu peux aussi un jeu à deux pour chouchouter votre couple. Voilà, c'est un jeu de cartes, hein, tout simplement. Et on pose des questions. Il y a l'amour monstre. Ça, c'est bon, c'est plus dans un cadre thérapeutique, ça, pour aider à parler à un couple qui est en difficulté. Mais il y a des conversations intimes, par exemple, conversation en couple, plus de 200 questions pour renforcer votre couple. Donc voilà, c'est plein de petites questions comme ça. Combien de temps tu pensais que notre relation allait durer, je sais pas quoi, sur le passé, le présent, voilà, plein de choses pour mieux se connaître et mieux s'aimer, puisqu'on a dit que la connaissance de soi était importante. Oui, absolument. Voilà, super. Bah, écoute, en plus, si vous avez besoin, par le site, par mon adresse mail, envoyez. Et puis, je vais remettre ton adresse mail. Alors pour mon adresse mail de sexo, enfin de thérapeute, c'est gabriel.lagrigue.ccf comme conseiller conjugal et familial @gmail.com. .ccf. Voilà. Ouais. @gmail.com. Ok. Et ton site, hop, je vais mettre l'adresse tout de suite. Hop. Je vois Catherine qui dit des relations commencent plus doucement. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a des relations très très lentes. Il y a toujours un état amoureux, mais qui n'est pas forcément un coup de foudre. Et ça aussi, c'est merveilleux de voir la richesse de chaque rencontre. Les personnes à 19 ans, ils savent que ce sera toute leur... J'ai des amis comme ça à 19 ans, une soirée ensemble, une nuit ensemble. Ils ont aujourd'hui 4 ou 5 enfants et ils sont toujours aussi heureux à presque 60 ans. Et puis, je connais des couples, à 45 ans, ils se sont mariés, ils étaient les meilleurs amis du monde depuis l'adolescence. Et ils étaient confidents l'un de l'autre, mais ils étaient tous les deux célibataires, ils ne trouvaient pas. Et puis un jour, tout d'un coup, ils se sont aimés. Et elle a eu un premier enfant à 42, et puis un deuxième à 45, et puis voilà. Génial. Et donc, ils se sont mariés. Donc, chacun... voilà, c'est possible. Ouais. Ouais. Super, bah écoute, merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Vous me ferez aussi vos retours. J'aime toujours avoir vos retours, que ce soit de vive voix, en message, en commentaire aussi. N'hésitez pas à commenter les replays parce que ça aide l'émission à se faire connaître. Et puis, on va faire le petit rituel de fin, Gabriel, si tu veux bien. Et j'ai une citation fort à propos avec ce qu'on a dit sur la randonnée. Et c'est de Alfred de Musset qui dit: n'oublie pas ceci,
c'est que souvent l'amour meurt parce qu'on ne fait pas pour le conserver tout ce qu'on avait fait pour l'inspirer. Magnifique. Ouais. Et la tienne? Alors, j'ai déjà donné faire le chemin du cœur de l'autre. Hein. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. C'est dans le même esprit. J'aime beaucoup, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? C'est une question que je dois poser tous les jours à mon compagnon, ma compagne, mon conjoint. Qu'est-ce qui te rend heureux? De quoi tu aurais besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Et puis j'aime bien la phrase de Caroline Cruz qui a écrit le savoir vivre amoureux, les secrets des couples qui durent. Elle dit: ils vécurent heureux et eurent beaucoup de crises. J'aime bien. Donc les crises, c'est normal qu'il y a des hauts, des bas, et c'est pas la vie n'est pas un long fleuve tranquille, tout plat et tout droit. Mais les crises, c'est bien parce que, enfin, ça peut être des fois douloureux, mais ça permet aussi de faire avancer et d'être encore plus heureux parce qu'on approfondit. Donc ils vécurent heureux et eurent beaucoup de Et crises. ça permet de renforcer l'intimité aussi, de Tout à fait. traverser des crises et de se rapprocher. Parfois, c'est possible de faire comme ça. Ok, merci beaucoup Gabriel, merci à tous. Merci à tous. Et alors la semaine prochaine, pour ton accueil. nous aurons une émission sur les violences conjugales. Donc je vous en parle plus sur Instagram. Vous aurez plus d'infos. Merci à tous. Merci Amanda Ciao. pour ton accueil. Au revoir. Au revoir.